Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à la dernière partie sur le moteur graphique donc de Eevee et je vais vous expliquer donc le pré-calcul des lumières, d'accord? Donc c'est un paramètre qui est très complexe et qui prend beaucoup de choses en compte, donc ça va être un petit peu compliqué de les expliquer en temps réel parce que du coup c'est beaucoup de calculs. Donc j'ai fait énormément de rendus hors caméra pour vous montrer donc les différents paramètres et les différentes choses que ça fait donc en termes de rendu et du coup vous donner donc un paramètre type entre guillemets pour les scènes d'intérieur en sachant que donc ce paramètre là diffère complètement pour les scènes extérieur, d'accord? Donc ce sera pas du tout la même façon de travailler en extérieur, ça sera une autre méthode de travail, mais en tout cas pour les scènes intérieures, c'est les paramètres que moi je vais mettre et que du coup sont probants, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour les paramètres de précalcul. Ah, donc on retourne ici sur ma scène, hein, donc là j'ai une scène parfaitement calculée, donc du coup avec le précalcul qui est pour moi adapté par rapport à cette scène. Le problème c'est que j'ai quand même donc des artefacts en fait, hein, donc ici d'ombrage, comme on voit donc ici, d'accord? Donc au niveau du bas, des ombres, et du coup donc des ombres très peu calculées. Donc le précalcul des lumières, qu'est-ce que ça va faire? Au final, ça va définir donc combien de fois les lumières que j'émets donc de ma scène, d'accord, donc les lumières directes vont partir de ce point d'éclairage, vont taper sur les surfaces et vont être réfractées sur les surfaces externes, d'accord, donc les murs là en l'occurrence, les meubles, le sol, etc. D'accord. Donc ça c'est des paramètres à prendre en compte qui ne sont pas calculés de base en fait sur Eevee. Donc là si je supprime en fait donc mon cache, vous voyez que j'ai précalculé donc avant. Voilà, on a donc juste l'éclairage de base, vous voyez, donc j'ai aucune incidence avec donc de la réfraction sur cet éclairage-là, et on a une scène complètement différente, d'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, donc les lumières de rebond ne sont pas précalculées, elles ne sont pas calculées en temps réel par Eevee. Il faut les précalculer avant. Donc du coup, pour le précalcul, il y a trois choses à prendre en compte. Donc il y a le premier volume qui est ici, donc le volume externe hein, qu'on va exploiter, donc ça c'est le volume d'irradiance, qui va permettre donc de calculer donc l'irradiance de vos éclairages, donc justement donc les lumières qui vont taper sur les surfaces et qui vont rebondir. On a ensuite l'autre cube qui est ici, qui va être donc le volume de calcul pour donc les réfractions et les réflexions, très important. Donc en gros, ça améliore donc le calcul qui est déjà fait ici, d'accord? Parce qu'on a déjà activé ici donc les Screen Space Reflections, elles qui sont calculées en temps réel, donc elles sont directement sur la scène, il n'y a pas besoin de précalcul pour celle-ci. Par contre, si on rajoute donc un volume de réflexion, d'accord, donc le Reflection Plane, là, ça permet d'améliorer grandement donc les brillances et les réfractions de votre scène, d'accord? Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte qui est important. Et ensuite, pour finir, donc on a le dernier volume qui est ici, hein, d'accord, qui est complètement externe au reste de la scène, qui est le réflexion cube map. Donc pareil, qui permet donc d'augmenter ou de réduire donc la qualité des réflexions et des réfractions également, d'accord. Donc c'est deux paramètres à prendre en compte. Donc là, par contre, il est un petit peu trop grand pour ma scène, hein, je peux le réduire grandement, voilà, comme ceci, et même sur l'axe Z. Comme ceci, voilà. Donc le but c'est d'adapter donc vos valeurs de calcul, donc les volumes de calcul, en fonction de votre scène, d'accord? Donc ça sert à rien de mettre par exemple ce cube-là à 50 mètres, d'accord, qui dépasse complètement ma scène, parce qu'il va faire des calculs pour rien, il va calculer des zones qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc toujours, donc les volumes que vous créez pour les précalculs, il faut les adapter par rapport à votre scène, d'accord? Donc là, par exemple, le volume d'irradiance qu'on a ici, on voit que donc ce qui est calculé, c'est pas la zone externe qui est ici, hein, d'accord? C'est uniquement la zone interne. C'est ça le volume d'irradiance. Donc ça va calculer donc les irradiances en termes de points qui sont ici, donc le point sont divisés ensuite avec des paramètres que je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, et du coup ça va vous donner donc plus ou moins une grande densité de calcul ou pas, ok? Donc les points, plus vous avez de points, plus ça va ralentir votre rendu, d'accord? Donc votre précalcul, non pas le rendu, excusez-moi, ça va ralentir votre précalcul, et moins vous avez de points, donc moins vous avez une meilleure qualité de calcul, d'accord? Donc moins il y aura d'interaction avec les objets et les valeurs de votre scène, et plus vous aurez donc des valeurs un petit peu pauvres en termes de rendu. Donc du coup là on va commencer donc justement par l'irradiance, d'accord? Pour moi c'est vraiment le paramètre le plus important, et après je vous expliquerai les autres paramètres pour les faire. Donc pour déjà créer ce volume d'irradiance, comment il faut faire? Il faut appuyer sur Shift A, et là vous avez donc ici donc des sondes de lumière, et là on retrouve donc les trois éléments que j'ai inclus dans ma scène, d'accord? Donc le volume d'irradiance, le plan de réflexion, et les réflexions cube map. D'accord? Donc nous on va commencer par le volume d'irradiance, donc vous cliquez ici, vous créez votre volume d'irradiance, vous l'adaptez encore une fois en termes de taille par rapport à votre scène, d'accord? Donc c'est ce cube-là qui doit être pris en compte, et pas le cube extérieur, très important, et du coup, voilà, vous pouvez calculer votre scène. Maintenant qu'on a donc mon volume d'irradiance, on peut retrouver ici, donc sur la droite, des petits paramètres qui nous permettent donc de régler justement cette irradiance, comment elle va être gérée. Donc là, on a donc la distance maximale donc de calcul, donc là, moi j'ai mis à 3 mètres, puisque ma pièce fait 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres,
Donc j'ai mis 3 mètres. Ensuite, on a l'atténuation. Donc l'atténuation de calcul, ça va permettre donc de régler l'atténuation au niveau des lumières indirectes une fois qu'elles sont calculées, très important. Hein. Là, vous avez beau changer les paramètres, tant que vous n'avez pas de pré-calcul, il n'y a rien qui va changer au niveau de votre scène. Hein. Donc voilà, si vous touchez les paramètres ici, c'est normal que vous les voyez pas à l'écran, puisqu'il faut d'abord pré-calculer votre scène, ok? Et ensuite, on a donc la résolution. Donc la résolution va déterminer donc la qualité de votre calcul, et du coup, tous les points d'interaction avec votre scène. Donc juste une petite particularité, c'est qu'en fait, donc les points ici, qui sont générés donc par votre cube d'irradiance, sont des points de contact. Donc si j'en mets par exemple 32 fois 32 fois 32, ça me donne une densité mais énorme de points de calcul, donc c'est excellent. Mais par contre, ça va me prendre un temps fou, clairement. Là, pour précalculer cette scène-là, avec donc 32 par 32 par 32, donc 32 points par 32 par 32, donc un volume vraiment très dense de points, ça va me prendre vraiment au moins, je pense, une bonne dizaine d'heures, hein, clairement. Juste pour précalculer des lumières, d'accord? Donc c'est pas forcément nécessaire de monter à ce point-là. Il faut juste en fait trouver donc la bonne cohésion entre donc les points de calcul et la résolution de votre texture. Donc ça c'est le paramètre qu'on viendra après, ok? Donc ici donc la visibilité c'est juste pour voir en fait donc le rendu en fait, hein, donc à quel point ça sera visible. Donc le bias, hein, toujours donc la précision du calcul, hein, ça on l'a vu pour les ombrages, les biais de bavure, d'accord? Donc à quel point ça va baver sur les textures ou pas, d'accord? Et le floutage également de votre texture. Donc moi en général le bias je le laisse à 1, les bavures on peut les augmenter un petit peu à 0.25, et le floutage on peut le mettre à 0.35, voilà, comme ceci. Ok, donc là pour moi c'est des paramètres corrects, ça vous évitera donc les saccades que j'avais tout à l'heure, d'accord? Donc ça c'est bon. Ensuite on a ici donc le clipping start et la fin, d'accord? Donc ça c'est pareil, donc à quel moment ça va clipper, donc ça va clipper, c'est en fait le clipping c'est pour réduire, c'est pour pour limiter les valeurs en fait de début de calcul et de fin. Donc moi je veux les commencer donc vraiment au minimum, d'accord, donc à 0,001 et les arrêter à 20 mètres. J'aurais pu mettre beaucoup moins, hein, parce que là on a notre scène elle est sur 3 par 3, donc on peut mettre par 10 mètres, c'est largement suffisant, d'accord. Donc réduisez encore une fois les valeurs de calcul pour augmenter la qualité de votre calcul, parce que sinon plus vous avez une zone dense de calcul, plus ça va vous donner des calculs étendus, d'accord. Donc ça je l'ai déjà expliqué sur les autres vidéos, hein. Donc ça c'est bon. Maintenant donc la réflexion CubeMap, c'est aussi donc le calcul supplémentaire des réflexions, comme je vous ai dit, et là pareil c'est géré donc soit sous forme de boîte ou de sphère, d'accord, donc c'est à vous de choisir, hein, selon votre scène, et on a ici donc la taille de calcul, donc moi j'ai mis 2,5 m, on aurait pu monter à 3, hein, parce que j'ai quand même 3 mètres de hauteur. On a ici donc l'intensité de calcul, l'atténuation, est-ce que c'est quelque chose de plutôt doux ou plutôt concentré en termes de calcul, ou est-ce que c'est... Et là, pareil, donc le clipping start, hein, tout comme donc l'irradiance. Donc là, on va le mettre donc à 10 mètres, hein, ce qui est largement suffisant, comme l'autre, ok. Ensuite, on a ici donc le reflection plane, donc pareil, donc c'est le plan de réflexion, et là, pareil, donc en termes de distance, on va le monter un petit peu, on va mettre à 3 mètres, l'atténuation, on va la mettre à 1, et le clipping offset, pareil, on va le laisser à 0,01, donc là, c'est parfait. Ok, voilà, donc ça c'est les réglages pour les paramètres donc d'une scène intérieure. Encore une fois, ces réglages-là sont propres à votre scène. Là, je vous donne juste les explications à quoi ils servent, mais après, il faut les adapter en fonction de votre scène. Ça, on n'a pas le choix. Les lumières indirectes, malheureusement, ne sont pas calculées en temps réel, donc du coup, il faut vraiment faire des tests pour voir le résultat que vous pouvez avoir, et ensuite augmenter les réglages en fonction du résultat que vous avez, d'accord? Mais ça, on verra après sur les rendus que j'ai faits. Et ensuite, donc, on a ici donc les paramètres de précalcul, d'accord? Donc le précalcul, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et c'est là que donc mes petits rendus rentrent en jeu. Donc je vais commencer par vous expliquer donc ici les rebonds de diffus, d'accord? Donc ça c'est le premier paramètre qu'on a ici. Donc les rebonds de diffus, c'est le nombre de fois où la lumière va taper sur ma surface et qu'elle va donc justement transmettre de la lumière. Donc là par exemple j'ai un rebond de diffus donc à 0, on voit qu'il y a quasiment aucun rebond. On a un léger rebond donc ici, d'accord, donc c'est un seul rebond au final, hein, d'accord, donc ça va me donner un rebond, c'est-à-dire que ma lampe émet de la lumière, elle va taper sur mon mur, ça me donne de la lumière indirecte sur mon mur, vous voyez. On voit que l'éclairage est complètement différent de ce que j'avais au départ. Ensuite, on a donc un niveau 2, d'accord, donc de rebond, c'est-à-dire que ma lumière émet de la lumière, elle tape sur le mur, puis le mur la renvoie sur les surfaces, et la surface la renvoie à son tour. Ok, donc ça c'est 2 rebonds. Et ensuite, on a donc 4, voilà, et 8. D'accord? Donc plus vous avez de rebonds, plus votre scène va être lumineuse, puisque plus la lumière va pouvoir taper sur les surfaces, et plus elle va pouvoir interagir avec les éléments. D'accord? Donc plus vous augmentez cette valeur-là, plus vous allez gagner en clarté, mais par contre, du coup, perdre en réalisme, comme je vous ai dit, parce que du coup, les rebonds donc, de lumière, dans la vie réelle, ils sont pas tronqués. Ils sont tronqués uniquement par vos valeurs, en fait, physiques. Donc les murs, les obstacles que la lumière va rencontrer, les fenêtres, les rideaux, enfin voilà, tous les éléments qui sont autour qui vont tronquer ces valeurs. D'accord?
donc les valeurs de rebond. Mais la lumière n'a pas de rebond défini, c'est des rebonds infinis. Donc à nous de le simuler correctement en 3D pour retranscrire une bonne valeur et du coup des bons calculs de rebond. Ok. Donc ça c'est le premier paramètre à prendre en compte. Donc pour moi, une valeur donc adaptée pour les rebonds diffus, ça va être 4 en général, donc ce qui est largement suffisant. On peut monter parfois à 6 si on veut un petit peu plus de clarté. Donc moi ce que je vais faire pour ma scène, parce que je sais qu'elle est sombre de base, et du coup ce sera largement suffisant. Ensuite on a ici donc là les résolutions de CubeMap et la diffuse occlusion. Donc ça c'est très important comme paramètre, puisqu'en fait donc ces paramètres sont étroitement liés ensemble, et du coup ça donne des résultats complètement différents. Donc là encore une fois je vais vous montrer ici donc les tests que j'ai réalisés pour donc là justement donc les tailles de cubes. Donc là, le premier test que j'ai effectué, donc justement, c'est donc une CubeMap à 64 pixels, d'accord, donc avec une qualité de 64 pixels, encore une fois avec les réglages que j'ai mis, hein, d'accord, donc les points, donc là, hein, que je vous explique bien, ici, les radiances volume doivent être calculés en fonction de ces points-là, d'accord, donc les points qu'on a définis ici. Donc la résolution, je l'ai laissée par défaut, donc 4 par 4 par 4, c'est la résolution de base, et les tests ont été réalisés avec cette CubeMap. Après, je vous montrerai avec d'autres CubeMap, donc un peu plus denses, ce que ça donne, et vous allez voir que c'est pas forcément probant de monter les valeurs, d'accord? Donc là, on retourne sur mon image. Hein. Je suis désolé, c'est un petit peu chaotique, en fait, hein, comme explication, mais enfin, vous allez voir que ça a un sens à la fin. Donc du coup, CubeMap, 64 pixels, diffuse occlusion à 8 pixels, donc on voit donc ici mon calcul, donc on a encore ces ombres d'ombrage qui sont vraiment très prononcées, vous voyez, très denses et du coup très saturées, donc c'est pas très joli. On va augmenter ensuite donc la diffuse occlusion à 16 pixels, ce qui va me donner donc des ombrages encore plus prononcés et du coup encore plus saccadés, d'accord? Donc une moins bonne qualité. Ici à 32, encore une fois, on perd en qualité d'ombrage, d'accord? Donc ici, on a vraiment des calculs très prononcés, très gros, très grossiers, donc très saccadés. Et à 64, bah là, du coup, on perd énormément donc, en ombrage, et du coup, on a encore des résultats encore plus saccadés. Donc du coup, le paramètre optimal pour donc optimiser vos scènes au maximum, c'est une diffuse occlusion à 8 pixels. On peut l'augmenter à 64 pour augmenter donc la qualité des ombrages, donc la précision, mais par contre ça va augmenter donc grandement vos rendus en fait, hein, donc votre temps de rendu, et c'est pas forcément nécessaire au vu des différences de réglage, d'accord? Donc après je vous montrerai un réglage avec tout à fond, et vous allez voir la différence. Ensuite donc voilà, donc ça c'était pour le paramètre donc de diffuse occlusion qui est ici. Ce paramètre-là. Donc moi je le laisse à 8 pixels en général, on peut l'augmenter à 64, c'est pas gênant, mais c'est pas forcément nécessaire. Du coup ensuite on a donc la CubeMap Size. Donc là on va donc pareil comparer donc différentes tailles de CubeMap pour voir laquelle est la plus performante. Donc ici encore une fois j'ai fait des tests donc avec les différents diffuses occlusions, vous voyez à 8, à 16, à 32, à 64, mais cette fois-ci avec une résolution de 512 pixels. Donc là on augmente la qualité donc du précalcul d'irradiance, d'accord? Donc on voit pas tellement de différence en termes d'irradiance au niveau de mon éclairage donc de mur, par exemple, hein, on n'a pas tellement de différence. Mes ombrages sont toujours aussi constants, vous voyez? Donc du coup, la résolution n'a pas forcément apporté grand-chose. La résolution, en fait, de pixels va uniquement apporter la densité, et encore une fois, c'est lié par rapport à vos cubes, vos cubes, donc vos points de calcul. Puisque là, le calcul, encore une fois, hein, ici, donc au niveau de l'irradiance, il est donc de 4 par 4 par 4. Donc c'est-à-dire que mon cube global est divisé 4 fois en X, 4 fois en Y et 4 fois en Z. Encore une fois, sous forme de voxels, donc sous forme de cubes. Et ces cubes-là vont contenir une résolution de 512 avec une diffuse occlusion de 8. D'accord? Donc c'est ça en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc là, quand on a 512 pixels, ça veut dire que par cube, donc par division de mon cube d'origine, j'ai 512 pixels et j'ai une diffuse occlusion de 8 pixels. Voilà, est-ce qu'on voit beaucoup de différences par rapport à la première? Pas du tout, vraiment pas du tout. D'accord? Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que l'importance en fait donc des réglages est vraiment très 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 importante, puisque ça va pas forcément augmenter votre résultat. Vous allez dire oui mais là j'ai mis une texture en 4K et puis du coup une diffuse occlusion à 64 et j'ai toujours un résultat étrange. Pourquoi? Parce que justement, le calcul n'est pas assez dense. D'accord? Il faut augmenter vos nombres de cubes avec une résolution plus basse, même une résolution à 64 pixels. Si vous mettez 32 par 32 par 32, donc cubes, ça va prendre un temps fou déjà de calcul, mais votre résolution sera donc de 64 pixels par cube, donc très concentré, mais sera quand même très propre, très linéaire, parce qu'on a une densité de calcul plus grande. D'accord? Donc ça, c'est le paramètre le plus important, en tout cas à retenir dans cette vidéo, c'est la taille du cube d'irradiance et le nombre de points de calcul. D'accord? Pas forcément les textures, c'est important aussi, sûr, mais pas forcément les textures, uniquement les points de calcul. D'accord? Donc après, je vous montrerai pourquoi. Hein. Donc ensuite, on a ici donc les rebonds diffus, donc je vais repasser donc à 6, et puis là, on va repasser donc à 4096. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait des tests, pareil, donc ici,
Maintenant qu'on a déterminé que la diffuse occlusion donc, ne servait à rien, voici les différences que j'ai en termes de temps de calcul. Là, j'ai 64 pixels pour une cube map, donc à 64 pixels, avec le même cube, encore une fois, hein, donc 4 par 4 par 4, 8 pixels, d'accord, donc de diffuse occlusion, ça m'a pris 33 secondes pour le rendu de cette image. On a ensuite donc la même chose ici, avec 512 pixels, on voit que du coup l'ombrage est identique à celui-ci, la qualité est vraiment identique, on apporte un tout petit peu plus de radiance au niveau, donc ici, des couleurs diffuses, hein. On voit ici donc la différence, là on a quelque chose de plus terne, ici quelque chose d'un peu plus prononcé, voilà. C'est tout. Et du coup, 43 secondes, d'accord? Donc une augmentation donc de 10 secondes uniquement en termes de rendu, mais du coup, une qualité quand même à 512 pixels, donc ce qui est largement suffisant. Ensuite, on passe à 1024 ici, donc ça m'a pris déjà 1 minute et 10 secondes. La différence n'est pas énorme, et du coup, donc la qualité a quand même été multipliée par 2. Mais est-ce que le résultat est probant? Pas forcément. Et ensuite, on a ici donc la résolution maximale avec la qualité donc de diffuse occlusion la plus basse, 8 pixels. Et du coup, ce qui me donne donc 4096 pixels avec 8 pixels donc de diffuse occlusion. Et là, ça m'a pris 12 minutes et 25 secondes. D'accord? Et c'est pour ça que l'importance, en fait, c'est donc des points. Imaginez donc maintenant ce calcul avec une densité donc de 32 points par 32 par 32, et vous faites le calcul pour pour estimer un petit peu le temps que ça va prendre à calculer cette carte-là. Vous voyez? En fait, donc c'est pour ça que je vous dis, en fait, donc la taille du cube est proportionnelle par rapport à la résolution de vos textures, donc la résolution de votre calcul, parce que si vous mettez des densités trop grandes et une trop grande valeur donc de calcul, certes, vous aurez un résultat magnifique, hein, ça je dis pas, hein, ça sera parfait, parce que du coup, vous aurez 4096 pixels par carré, donc par voxel, ce qui est énorme, ça donne une résolution, mais à une échelle tellement grande que je pourrais même pas la calculer, mais le temps de calcul, il sera trop dense, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on calcule, quoi. Clairement, faut surtout pas faire ça. C'est perdre du temps pour rien. Vous pouvez obtenir des résultats équivalents, voire mieux, avec peu de résolution, plus de cubes, donc plus de voxels, et du coup, moins de calcul. Enfin, moins de temps de calcul, en tout cas. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour le temps de calcul, et du coup, donc les comparaisons un petit peu dans les différentes qualités. Donc on voit que vraiment, donc l'irradiance ici, effectivement, est plus jolie, hein, 4096 pixels, mais par contre, ça justifie pas ce temps de calcul-là, d'accord? C'est pas assez pour justifier ça. Ça, on peut le corriger autrement. Ok. Ensuite, on a donc l'irradiance smoothing. Donc ça permet donc pareil donc de tronquer un petit peu les valeurs donc de propagation de la lumière, donc la lumière calculée, hein, donc la lumière propagée, et du coup donc de la diffuser de façon un petit peu plus homogène sur les surfaces. Si vous mettez donc une valeur à 0, on aura vraiment des précisions très marquées. En revanche, si vous augmentez donc le smoothing, ça va justement donc les smoother, donc les lisser, et du coup donc les adoucir. Donc du coup ce paramètre-là, moi en général, je le mets à 1 pour avoir justement donc des ombrages un petit peu lissés, un petit peu adoucis, d'accord, donc pas quelque chose de très marqué. Après tout, c'est de la lumière donc qui est réfractive, donc la lumière qui va taper sur une surface et rebondir, donc elle sera forcément très précise, d'accord, comme lumière. Donc voilà, le smoothing important. Ensuite, le clamp glossy, donc ça pareil, donc ça permet donc de clamper les valeurs qui vont être donc au niveau de la gloss, donc au niveau de la brillance, d'accord. Encore une fois, donc les surfaces qui vont donc taper, donc qui vont réfléchir ma lumière sont à hauteur de 6, d'accord, donc ça va me faire 6 rebonds. Donc ma lumière part d'ici, elle tape sur mon mur, elle tape sur mon sol, et mon sol est brillant, donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va me rapporter donc 100% de brillance par rapport à ce reflet, ou est-ce que ça va être clampé? Est-ce que je vais vouloir tronquer ces valeurs? Donc là, on peut les tronquer effectivement à des échelles différentes. Moi, je les tronque pas, hein, d'accord, donc je les mets toujours à 0. Mais à vous de régler ce paramètre-là encore en fonction de vos scènes. Si vous avez un carrelage, par exemple, très brillant, ça peut être important de les clamper un petit peu pour quand même les réduire, d'accord? Sinon, vous allez avoir beaucoup de brillance et beaucoup de lumière diffuse sur votre sol, ok? Et ensuite, donc ça, c'est la qualité du filtre. Donc, pareil, donc ça va permettre donc de filtrer toutes les valeurs qu'on va précalculer en termes donc de brillance et de calcul, et du coup, donc de les atténuer, d'accord? Donc c'est comme une sorte de denoiser sur Cycles qui va permettre donc de réduire la qualité ou pas. Plus vous augmentez donc la qualité du filtre, plus elle va être dense et haute, mais plus vous avez des valeurs moins concrètes et moins précises, alors qu'une qualité de 1, ça marche très bien, d'accord? Donc pour ma part, moi je laisse toujours une qualité de filtre à 1, on peut l'augmenter en fonction des scènes, encore une fois, si vous avez beaucoup de bruit et beaucoup de choses qui se passent sur la scène, on peut l'augmenter à 8 pour augmenter un petit peu le côté un peu poli de la chose, d'accord? Un peu lisse. Voilà. Donc ça c'était pour les tests donc de lumière indirecte, et encore une fois, donc maintenant je vais vous montrer donc un calcul par exemple avec donc une grosse densité de cubes et une haute résolution pour voir un petit peu les différences. Et vous allez voir que du coup c'est pas du tout probant de calculer comme ça, et que ça sert strictement à rien de mettre des gros paramètres de résolution pour des grosses densités de cubes. Donc là ici, donc cette image, on voit donc deux rendus différents, d'accord, donc avec deux valeurs différentes, et on voit quand même les défauts, mais d'une façon vraiment très prononcée, hein. Là c'est juste hallucinant. Donc ici on a un cube map donc à 1024 pixels avec une diffuse occlusion 8 pixels, et j'ai réduit ma taille de cube à 2 par 2 par 2, d'accord, donc du coup j'ai deux
points sur l'axe X, 2 points sur l'axe Y et 2 points sur l'axe Z. Ce qui me donne donc un calcul vraiment très très rapide, d'accord? Donc ça me l'a calculé même pas en 30 secondes. Et du coup, ce qui me donne ce résultat-là, d'accord? Qui est probant. On a des zones d'ombrage qui sont bien marquées, d'accord? Donc qui sont présentes. C'est propre, c'est vraiment parfait, d'accord? Donc c'est vraiment très très bien. Et par contre, on a un petit défaut ici, donc de reflet de lumière, d'accord? Donc on a ici un petit défaut de texturing, mais ça peut être amélioré pareil avec les textures, d'accord? Donc ça je vous l'expliquerai sur une autre leçon sur l'optimisation. Ensuite, on a ici donc la cube map, pareil, donc avec 1024 pixels, donc la même résolution, une diffuse occlusion à 8 pixels et une taille de cube maintenant à 16 par 16 par 16. Donc cette image-là m'a pris à peu près 43 minutes à faire le rendu. Pourtant, j'ai que 1024 pixels, d'accord? Et là, on voit que, bah, c'est pas beau, quoi. Vraiment, c'est pas beau. On a des ombrages très très marqués ici, vous voyez, très prononcés. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, donc, j'ai un point qui va interagir juste avec cette zone-là, et qui va donner, donc, une densité de calcul de 1024 pixels à cette zone-là. D'accord? Et du coup, va me calculer donc les ombrages vraiment très dissipés et très diffus. Et du coup, bah c'est, non quoi, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça me donne des ombrages très saccadés, très précis, et c'est vraiment pas beau quoi. Donc là, je vous montre donc les images en taille complète, hein, d'accord? Donc ça, c'est la scène à 16 pixels. On voit les ombrages très denses, vous voyez, très marqués, et du coup très saccadés. Au niveau des étagères, c'est juste immonde. Vous voyez, ça donne vraiment une bavure, mais vraiment dégueulasse. Et alors que là, si on passe donc à 2 pixels, on a des ombrages beaucoup plus adoucis. Et l'image est vraiment très très propre. À part, encore une fois, ce petit défaut-là de texturing, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut régler facilement. D'accord? Voilà. Donc du coup, ça ne sert à rien de passer sur des valeurs très très hautes, en fait, de calcul avec une basse résolution. Il faut passer avec une basse résolution, certes, si vous voulez augmenter donc la valeur de calcul, par exemple, à 32 par 32 par 32, comme je vous ai dit, ou même là, 16 par 16 par 16, et du coup faire un rendu, par contre, que avec des tuiles de 64 pixels. C'est largement suffisant. Faut pas mettre des textures à 4096, parce que sinon ça va calculer 16 fois 16 fois 16 fois 32, d'accord, vos textures de 4096. Donc c'est juste pas possible, quoi. Donc maintenant, petite notion aussi sur l'éclairage donc indirect. Là, par exemple, je vais faire un précalcul assez bas, d'accord? Donc on va ici donc faire un précalcul donc à 64, avec une diffuse occlusion quand même au max, hein. J'ai envie de quand même augmenter un petit peu donc la qualité de mes ombrages. Et du coup, on va mettre ici, donc en termes de cube, je pense qu'on va passer donc avec une valeur à 8 par 8 par 8. Voilà, comme ceci. Donc là, maintenant, je vais faire donc le pré-rendu, d'accord? Donc on va ici cliquer sur Bake Indirect Light, d'accord? Donc pour pré-calculer mes lumières. Donc là, on va voir que ça prend un certain temps, parce que du coup, j'ai quand même une bonne densité de points. J'ai 8 points par 8 par 8, et qui vont calculer donc une résolution de 64 pixels par 64 en diffusion occlusion. Et du coup, bah ça, fois le nombre de points que j'ai sur la scène, d'accord? Donc du coup, ça prend un certain temps. Donc on se retrouve juste après, donc une fois que le rendu est terminé. Voilà, donc là c'est terminé, donc on voit que mon précalcul est vraiment quand même très joli, malgré une diffusion donc à 64 pixels, et du coup donc une diffuse occlusion à 64 pixels, on a quand même un résultat quand même très très beau, quoi. On a beaucoup de lumière réfractive, d'accord, parce que là j'ai donc des diffuses, parce que là j'ai des rebonds donc à 6, d'accord, donc ma lumière donc jaune et blanche, et ma lumière d'éclairage va taper donc 6 fois sur les surfaces et rebondir un petit peu partout, et du coup on a quand même un beau résultat, quoi, d'accord. Mais par contre, voilà, donc petite notion aussi sur le précalcul donc des lumières, c'est que là, on regarde donc ma scène de l'extérieur. Ici, j'ai une image de HDRI, d'accord, qui me projette donc de la lumière un petit peu bleue, un petit peu diffuse sur ma scène, ce qui me donne un résultat plutôt concluant. Et voilà comme rendu. Donc après, donc là, si on enlève par exemple donc la HDRI en fait qu'on a ici sur l'éclairage, donc là ce que je voulais montrer. Donc là, j'ai précalculé mes lumières, hein, d'accord. Donc supposons que je retire maintenant mon éclairage, hop. Bizarrement, il n'y a rien qui change au niveau de ma scène. Pourquoi? Parce que justement, mes lumières sont précalculées. Pourtant, mon HDRI n'est plus là, d'accord? Elle est plus sur la scène, hein, elle est plus physiquement là. Je peux même limite mettre donc un nouvel éclairage donc en complètement noir, d'accord? Et pourtant, je garde mon éclairage au niveau de la scène. Et vous voyez, en fait, c'est ça l'avantage du précalcul, c'est que malgré que vous ayez précalculé donc avec une texture HDRI ou un éclairage extérieur ou peu importe l'éclairage, hein, là, je peux supprimer mes lampes, je peux les enlever, je peux les augmenter en termes de puissance, je peux augmenter la radiance, je peux augmenter ce que je veux. Ma lumière est déjà précalculée, donc peu importe. Là, mon point, je vais l'occulter, hop, voilà, donc là, il est caché. Attendez, hop, voilà. Là, j'enlève donc pareil ma radiance, donc ici au niveau de ce point-là, voilà. Je peux enlever donc mon soleil également. Hop.
Voilà. Et du coup, vous voyez qu'on garde quand même donc, tous les éclairages indirects. Ça, c'est que de l'éclairage indirect, hein. C'est pas de l'éclairage direct. L'éclairage direct, encore une fois, donc il est généré par vos sources de lumière, donc ça, c'est de l'éclairage direct, ce qu'on a au sol. L'éclairage, donc ici, par exemple, donc au niveau du plafond, et les brillances qu'on a ici, sont de l'éclairage direct, puisque c'est émis depuis ma lumière. Voilà. Et là, voilà la scène avec laquelle on se trouve, vous voyez. Donc j'ai une densité d'éclairage qui est uniquement de l'éclairage indirect. Hein. Donc ça, c'est l'éclairage que vous n'avez pas en temps réel. Hein. Si là, je supprime mon cache, donc que je viens de calculer, hein, d'accord. Donc ici. Donc je vais pas le faire, hein, parce que du coup, après, il faudra le recalculer pour le rendu final. Mais si là, je le supprime, je perds toute cette densité d'éclairage, donc ma scène redeviendra parfaitement noire. Et du coup, bah, j'aurai plus d'éclairage du tout sur la scène, d'accord. Alors qu'en revanche, si j'active mes éclairages constants plus mes lumières indirectes, voilà ce que j'ai. Une scène très très claire, très très brillante, avec des bons calculs d'ombrage, qui peuvent être améliorés certes en termes de résolution, encore une fois, en termes de densité de carrés, d'accord. Donc plus vous augmentez les carrés, plus vous baissez la résolution de calcul, plus vous les réduisez, plus vous pouvez augmenter la qualité de calcul, d'accord. Donc c'est proportionnel. Mais comme je dis, faites pas un rendu donc à 32 pixels par 32 par 32 pour une résolution à 4096. C'est beaucoup trop grand et ça va vous donner plein de défauts au niveau des textures parce que c'est trop précis comme calcul, c'est trop dense en fait. D'accord. Voilà. Donc voilà comment calculer donc les lumières indirectes. Et aussi donc une petite précision, donc maintenant qu'on a terminé donc la série sur Eevee et qu'on veut avoir donc le maximum de résolution et de qualité en termes de rendu, il faut augmenter ces paramètres-là. Donc en général pour un rendu photographique, vous passez vraiment à des valeurs très très élevées, donc à 512. Donc ça va faire 512 samples par pixel pour le rendu, et pour la vue 3D, on peut descendre par contre à 64, hein, c'est pas gênant, ça c'est, voilà, ça peu importe pour la vue 3D. Mais pour le rendu, 512 c'est vraiment parfait. Pour une animation, on peut baisser donc à 256, mais pour un rendu, on peut passer à 512. Et là, si je fais un rendu de mon image, voilà, mais du coup j'aurai une qualité parfaite d'image, vous voyez. Donc là on a donc toutes les brillances qu'on a calculées avec donc les Space Reflections, avec mes calculs donc de brillance qui sont ici, avec les paramètres de brillance qu'on a rajoutés, la lumière indirecte qui est parfaitement calculée, mes textures qui sont parfaitement avec l'ambient occlusion qui est ici au niveau des coins, c'est parfait, les ombrages qui sont bien calculés et bien denses là où je veux, et voilà, on a notre scène qui est entièrement calculé. Donc du coup, sur la prochaine leçon, on verra comment optimiser donc les scènes. Donc ça, c'est un paramètre qui est très important sur la 3D. Donc l'optimisation des scènes et l'optimisation des textures. Parce qu'il y a une chose que j'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, donc là, on a créé beaucoup de textures procédurales pendant cette période, hein, d'accord. Donc on en a fait énormément. Mais il y a une petite fonction que j'ai pas expliqué, donc à mon défaut, hein, c'est à mon regret. Mais c'est un petit peu normal dans le sens où tout le monde agit comme moi en fait. Hein. C'est dans le sens où quand on fait une scène, par exemple pour des tutoriels et qu'on va expliquer quelque chose, on va pas faire le processus de A à Z qu'on ferait en temps normal, d'accord, pour une scène normale, pour l'optimisation. C'est vrai qu'on fait pas de l'optimisation forcément pour les tutoriels. Donc je m'explique, on va pas améliorer donc les textures à fond, on va pas améliorer donc la qualité du rendu et la qualité des images à fond, on va pas travailler la scène de la même façon que pour une scène normale. Et ça, je me rends compte que c'est la lacune de beaucoup de personnes qui n'ont pas compris forcément l'utilisation des textures procédurales, ou qui n'ont pas forcément compris comment fonctionnent les textures en général, ou les éclairages, ou le précalcul, ou toutes ces notions-là qu'on aborde bas forcément, et que personne aborde, hein, parce que du coup, voilà, comme je vous dis, c'est des processus qui sont très longs, et c'est plus une méthode de travail, en fait, donc à comprendre pour l'appliquer. Donc du coup, c'est normal que vous saviez pas la faire, en fait, hein. Du coup, c'est normal que vous sachiez pas la faire parce que du coup, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et qu'on apprend pour optimiser ses scènes, avec donc parfois les défauts de puissance qu'on a. Donc voilà, quelqu'un qui a un PC donc, qui est très peu performant en ressources, bah malheureusement, il doit faire quelques concessions en termes de rendu, en termes de qualité de rendu. Et donc voilà, donc ça c'est tout un travail d'optimisation pour avoir quand même une qualité de rendu maximale et avoir des beaux résultats sans forcément pousser votre PC au dernier retranchement et du coup de garder toujours une bonne fluidité au niveau du viewport, donc une bonne cohésion au niveau de vos objets, donc un beau visuel, d'accord. Donc là par exemple si on analyse ma scène encore une fois, ici, hein, là vu que c'est des meubles que j'ai fait donc en 2015 ou 2016, je sais plus, on voit qu'en fait donc à l'époque j'avais pas du tout compris la notion d'assemblage. Là on voit que ma chaise est complètement construite à partir d'un seul bloc, d'accord, donc on a quand même ici du décalage à ce niveau-là, mais c'est pas comme ça que j'aurais construit cette chaise aujourd'hui, vous voyez. Là par exemple on n'a pas de notion de hauteur, les bords sont très carrés, ils sont pas en bevel, d'accord, donc ils sont très droits. Mon canapé
filmé, pareil, il est très très droit, ma table aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de défauts que je vois sur cette scène-là qu'aujourd'hui je pourrais améliorer grandement. Mais pareil, donc encore une fois, c'est une façon de travailler, c'est un workflow qu'il faut mettre en place avec le temps, d'accord, donc il faut travailler du coup, mais il faut également le comprendre. Et ça, c'est vrai que c'est une chose que je m'excuse, hein, du coup, c'est vrai que c'est une chose que j'explique pas forcément sur tous mes tutos, parce que si je fais tout le processus pour chacun de mes tutos à chaque fois, donc tout le processus d'optimisation, de réglage de la scène, d'assemblage, de paramétrage, etc., ça prend énormément de temps. Et chaque tuto ferait au moins 2, 3, voire 4 heures de temps pour chaque scène. Vous voyez? Donc là, par exemple, si j'aurais dû construire cette scène devant vous de A à Z, donc construire les meubles devant vous et du coup donc leur donner la bonne dimension, précalculer les UV, couper les UV, etc., précalculer les textures et ensuite les réimporter, ça m'aurait pris énormément de temps. Donc c'est pour ça que personne ne le fait sur YouTube ou personne ne le fait sur les tutos, parce que ça prend du temps en fait. Donc les gens savent le faire, et je pense qu'ils le font peut-être au quotidien, je sais pas, après je connais pas les gens, mais moi je sais par exemple sur les grosses scènes, je vais le faire pour des projets personnels, je vais prendre le temps de précalculer mes lumières, je vais prendre le temps de précalculer mes textures, je vais prendre le temps de faire mes UV proprement, et voilà. Mais quand on est sur une notion de tutoriel et de vidéo, c'est très compliqué en fait pour nous, bah, pour moi en tout cas, je parle pour moi, hein, d'expliquer ces processus-là, d'accord, donc d'expliquer ces méthodes-là. Donc là, la prochaine série sera sur ça, donc sur l'optimisation. Comme ça, au moins, vous aurez donc les clés en main pour optimiser vos scènes. Donc encore une fois, je le ferai pas pour tous mes tutos parce que je peux pas, c'est impossible. Comme je dis, je peux pas faire ces étapes-là à chaque fois. C'est clairement pas possible. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de les séparer en vidéos distinctes. Donc il y aura donc une optimisation pour les mèches, l'optimisation pour les textures et ensuite l'optimisation pour les éclairages. Et là, on pourra voir donc vraiment comment optimiser une scène de A à Z et comment économiser des ressources. Ça, c'est très important parce que je vois des milliards de personnes aujourd'hui qui ne savent pas faire un rendu correctement parce que justement, c'est pas de leur faute. Hein. Elles ont pas ces notions-là, encore une fois. Elles ont pas des notions d'optimisation, donc elles vont créer une chaise avec 16 millions de vertex. Bah, la même chaise, elle peut être faite avec 10 000, vous voyez, avec 10 000 vertex. Donc c'est ça, tout est un travail d'optimisation. Donc il y a certaines personnes qui me diront oui, ça sert à rien de réduire le nombre de vertex parce que ça va pas alléger mon rendu. Mais si, même si ça l'allège pas en termes de temps, ça l'allège en termes de rendu et en termes qualitatifs. Après votre scène, vous pouvez la transférer sans problème, elle va pas peser 1 giga ou voire des fois des montants astronomiques quand on voit des fichiers parce qu'elle est optimisée, parce qu'elle est propre. Vous voyez? Et c'est toutes ces notions-là, en fait, qu'il faut comprendre, c'est justement nettoyer vos scènes, optimiser vos scènes pour pouvoir les partager, pour pouvoir travailler correctement et dans un flux correct. Après, si c'est sûr que vous faites ça pour du loisir et juste pour du contemplatif et dire voilà, j'ai accompli une scène et puis bah, s'il y a 1 milliard de vertex, je m'en fous. Oui, effectivement, vous pouvez travailler comme ça, je dis pas, hein, la preuve, les tutoriels sont basés comme ça, parce qu'on peut pas faire tout le processus, encore une fois, de A à Z. Mais, si vous faites du rendu professionnel et que du coup, vous voulez rendre des choses propres, et même, vous voulez partager votre contenu avec quelqu'un, vous voulez par exemple le proposer gratuitement, ou même à la vente pour des scènes extérieures, il faut optimiser vos objets, c'est obligatoire. Il faut créer des niveaux de détail, donc des LOD, ça on l'a déjà abordé pour l'optimisation des LOD, donc sur Blender, j'avoue que c'est très très mal foutu parce qu'il le gère pas automatiquement, donc faut les faire vous-même. Mais bon, je vais vous montrer une technique pour le faire du coup. Comment les optimiser aussi en fonction de la distance, comme on a fait pour la caméra, mais sur le viewport. Ça, je vais vous montrer aussi comment faire. Optimiser vos textures, calculer correctement vos UV, calculer vos éclairages, et surtout coupler Cycles avec Eevee, d'accord. Donc combiner les deux, donc les deux moteurs de rendu ensemble, pour avoir un rendu, parfait en fait, donc d'avoir du temps réel avec Eevee, certes pour du contemplatif, mais que le pré-calcul, donc le calcul réel de vos textures, soit fait sur Cycles. Et comme ça, quand vous apportez vos textures, Eevee, il a juste à calculer les couches une par une, en fait, donc les couches de texturing que vous allez appliquer, il va pas calculer les textures procédurales comme ça en temps réel. Là, les textures procédurales que je vous ai données, c'est uniquement du génération, d'accord, c'est des générateurs de textures. Ça va générer vos textures, donc ça va vous permettre d'avoir un visuel concret avec le relief, la rugosité, la couleur, la densité de votre carte, d'accord, donc tous les paramètres qui font donc, une carte de relief, mais ils sont pas faits pour être utilisés comme ça. D'accord? Nous, on les utilise comme ça sur les tutos, encore une fois, parce que voilà, je peux pas passer du temps à précalculer mes textures à chaque fois que je vais faire un tutoriel, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais de base, on doit le faire, on doit faire ça. Donc encore une fois, c'est pas un reproche, hein, c'est vraiment que voilà, les personnes ne savent pas parce que personne le fait en fait. Personne le fait sur YouTube, personne n'explique ces phases-là parce que ce sont des phases très très longues et on peut pas encore une fois le faire pour chaque tuto, sinon ce serait beaucoup trop long quoi. D'accord? Voilà, donc du coup voilà, je vais découper ces étapes-là, je vais vous expliquer tout ça, les LOD, l'optimisation du viewport, comment améliorer vos scènes, comment travailler sans
forcément brider votre machine à dire « Ah, j'ai pas assez de puissance pour faire ma scène ». Non, vous avez la puissance qu'il faut, vous inquiétez pas. Après, c'est juste en termes de rendu, effectivement, qu'il faut de la puissance graphique ou de la puissance de CPU pour gérer votre scène. Mais si vous l'optimisez, et si vous optimisez vos textures, et que du coup, vous savez calculer correctement vos choses, il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Là, on peut créer un système de niveau de détail que, par exemple, ma chaise, quand elle est proche, elle va avoir une résolution de 4096 par 4096, donc elle est très proche. Donc une résolution de détail vraiment très propre, et un niveau de détail propre. Alors que quand elle est éloignée, quand elle est à perpète, bah, je m'en fous. Je peux avoir une texture à 128 par 128, et puis une résolution vraiment très très basse en termes de mèche. Par exemple, qu'elle soit constituée, je sais pas, au lieu de 15 000, elle soit constituée que de 3000 vertex, et j'ai exactement le même objet sur la scène. Mais c'est optimisé, vous voyez. Voilà, donc c'est ces notions-là qu'on va aborder, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai hésité longuement à faire ce contenu-là, parce que du coup, voilà, c'est quand même des choses assez denses, donc faut que je le prépare. Ça va prendre un peu de temps, hein, je vous dis pas que ça sera tout de suite, mais bon, voilà, donc là, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties ces derniers temps, donc je vais ralentir un petit peu la cadence. On va se poser un petit peu pour faire du contenu un peu plus cohérent et qualitatif, et du coup, donc vous montrer vraiment toutes les étapes de conception. Et puis voilà, donc revenir tout doucement sur les bonnes bases de modélisation. Et une fois que vous avez donc la façon de travailler, après, c'est juste utiliser les techniques que je vous retranscris dans les tutos pour améliorer ces rendus, d'accord? Mais toujours en respectant ces étapes-là, parce que ces étapes-là sont essentielles. Il faut optimiser vos scènes avant de les créer pour avoir un rendu cohérent à la fin, d'accord? Voilà. Donc merci à vous, du coup, hein, désolé, hein, c'était une petite aparté assez longue, mais voilà, je tenais à faire un point par rapport à la chaîne et au suivi du contenu qu'on aura par la suite, en espérant que ça sera cohérent. Encore une fois, c'est ma façon de travailler, donc c'est pas une façon mondiale, ni globale, ni quoi que ce soit, ni qu'on m'a imposé. Je suis pas allé en école de graphisme, j'ai pas d'école de 3D, j'ai pas des connaissances qu'on m'a imposées, qu'on m'a apprises avec une certaine structure, c'est moi qui les ai structurées de cette façon-là, donc il y a peut-être une meilleure façon de les faire, une plus mauvaise, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est ma méthode à moi, et je veux vous la retranscrire pour que vous puissiez l'appliquer, tout simplement. Merci à vous, et du coup je vous dis à très bientôt, ciao ciao.